assez courte pour reprendre les règles de l'oral et essayer de tenir dans le temps qui vous est imparti à l'oral, à savoir 10 minutes. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur le deuxième extrait de votre œuvre, des Coches, et ces 3-6 de Montaigne. Donc je vais démarrer. Ce texte fait partie des 2 chapitres au programme qui ont pour thème commun la confrontation avec les peuples nouvellement découverts en Amérique du Sud. Montaigne a écrit ses essais en 1572, entre 1572 et 1592, dans une période assez perturbée par les guerres de religion et qui lui permet de remettre en question la supériorité de la civilisation européenne. Donc, dans ce texte, nous allons voir comment Montaigne introduit sa critique de la colonisation espagnole en Amérique du Sud, et nous verrons cela à travers les différents mouvements du texte, puisque après avoir présenté ce peuple comme un peuple enfant jusqu'à la ligne 9, l'auteur déplore les dégâts de la colonisation, ligne 10 à 14, et finit par un éloge de l'esprit de ces peuples, ligne 15-16, et de l'art de cette civilisation. Je vais donc lire le texte. Notre monde vient d'en trouver un autre. Et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous avons ignoré celui-ci jusqu'à cette heure, non moins grand, plein et membru que lui. Toutefois si nouveau et si enfant, qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne. Il était encore tout nu, au giron, et ne vivait que des moyens de sa mère nourrice. Si nous concluons bien de notre fin, et ce poète de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie. L'un membre sera perclus, l'autre en vigueur. Bien crains-je que nous aurons bien hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C'était un monde enfant. Si ne l'avons-nous pas fouetté et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et force naturelle, ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. Donc, Montaigne place sa réflexion dans ce monde en mutation et la phrase qui démarre l'extrait et qui est aussi le titre du chapitre montre le thème commun entre les coches, qui veut dire les voitures, et les cannibales, celui de la confrontation de 2 civilisations. Et donc, entre parenthèses, nous avons une question de Montaigne qui montre justement ses doutes sur les connaissances, hein, puisque la fin du XVIe siècle est marquée par une remise en cause des certitudes, avec différentes avancées en physique ou dans la découverte du monde. Donc, Montaigne montre que nos connaissances sont limitées et que nous ne savons pas finalement si d'autres mondes ne seront pas découverts plus tard. Et passé cette parenthèse assez propre à l'écriture de Montaigne par digression, il revient à la description de ce peuple enfant et commence par une litote avec non moins grand, plein et membru, qui insiste sur le fait que cette civilisation considérée comme inférieure ne l'est pas, en tout cas du point de vue du nombre d'habitants. Toutefois, donc l'adverbe introduit une concession pour introduire justement la notion d'enfance de ce peuple avec une figure d'insistance si nouveau et si enfant, ainsi que la longue énumération qui définit ce peuple par une forme un peu négative qui est le miroir en creux finalement de notre peuple. Ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne, tout cela définit le propre de la civilisation européenne et inconnu à ces peuples. L'auteur poursuit ensuite la métaphore du nouveau-né avec les expressions tout nu, au giron, qui veut dire dans le sein, avec le terme de mère nourricière qu'on a déjà trouvé dans les cannibales et qui désigne la nature. Et donc, on voit bien le lien entre les 2 chapitres. Montaigne file finalement une métaphore qui serait que la durée d'une civilisation est assimilée à la durée de vie d'un homme.
Les civilisations ont une durée de vie limitée, d'après Montaigne, donc c'est le passage à partir de la ligne 7. Si nous concluons bien de notre fin, et ce poète de la jeunesse, vous savez que Montaigne fait toujours référence à des poètes de l'Antiquité, il aime bien converser, il aime bien l'art de la conférence avec des textes de l'Antiquité. Cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. Donc il y a toute une série d'antithèses pour montrer la différence d'âge finalement de deux peuples, le peuple européen qui est déjà vieux et le peuple qui vient d'être découvert, qui est un peuple jeune. Donc avec les antithèses entrer en lumière, en sortira, ou perclus et en vigueur. Ensuite, à partir de la ligne 10, Montaigne déplore les méfaits de la colonisation. Après avoir fait finalement une comparaison entre les deux peuples, avoir insisté sur le caractère très jeune de ce peuple, Montaigne fait une critique de ce qu'a apporté la civilisation, qui a apporté finalement sa déclinaison et sa ruine, avec un vocabulaire très négatif. Déclinaison, ça veut dire le déclin, tout simplement, avec une métaphore qui pourrait être celle de la maladie, avec les termes contagion, les termes ruine, bien cher payé. Tout cela donne une image très négative des apports de la soi-disant civilisation. Cette civilisation qui est évoquée par les mots idées ou les mots techniques. Ce qui est pour les Européens considéré comme un progrès est en fait, de façon un peu provocatrice chez Montaigne, qui aime bien provoquer ses lecteurs et remettre en cause les certitudes, c'est donc présenté comme une cause de déclin. On a la reprise de la métaphore, c'était un monde enfant. Et du coup, la suite de la métaphore, elle, va porter sur l'éducation. Si le peuple européen est un peuple adulte, il devrait faire preuve d'éducation, d'une éducation juste. Et l'éducation est un thème qui est cher à Montaigne, qu'on retrouve dans les essais. Mais là, l'éducation, la soi-disant éducation du peuple européen est remise en cause. Si ne l'avons-nous pas fouetté et soumis par discipline, par l'avantage de notre bonne valeur et force naturelle, ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. Et donc, vous voyez que vous avez tout un champ lexical de la domination avec fouetté, soumis, pratiqué, subjugué. Ce sont des termes un petit peu anciens. Je vous invite à regarder la traduction. Et cette éducation qui est faite par la force et qui n'est pas ce que défend Montaigne, au contraire, n'est pas due, n'est pas en plus menée par rapport à quelque chose de positif, c'est-à-dire des valeurs et des forces naturelles, par la magnanimité, la justice, la bonté, mais au contraire, donc c'est un dressage qui s'adresse pourtant à un peuple, comme on va le voir après, qui n'a rien à envier aux Européens. On le voit donc dans la suite, la plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturel et en pertinence. Ils ne nous devaient rien, là encore, un art de la litote qui veut montrer au contraire que ce peuple est particulièrement intelligent. Donc finalement, non seulement les Européens ne sont pas distingués par leurs valeurs, mais en plus, les Indiens se sont montrés aussi éclairés que, voire plus. Et on le verra plus loin dans le chapitre, cette idée, dans le récit de la rencontre entre les Espagnols et les Indiens. Le passage se finit par l'éloge de l'art péruvien et mexicain. Les Européens, après la Renaissance, sont particulièrement fiers de leurs œuvres d'art, mais Montaigne va montrer que finalement, l'art de ces peuples n'a rien à leur envier, et on le voit avec les nombreuses hyperboles, épouvantable magnificence, attention, épouvantable veut dire extraordinaire, époustouflant, poursuivi par la répétition du déterminant indéfini tout, tous les arbres, toutes les herbes, l'adverbe excellemment. Donc toute cette description
marque l'admiration de Montaigne pour l'art de ces civilisations. Cet art est marqué aussi par la préciosité des matières, avec l'or et la joaillerie, les pierreries. Toutes ces qualités sont évoquées dans un vocabulaire amélioratif, avec le terme de beauté ou d'industrie, qui veut dire art, habileté. Et donc, là encore, Montaigne remet en cause la supériorité des Européens, et cette fois, dans le domaine de l'art, il ne nous cédait non plus en l'industrie, c'est-à-dire en l'art. Et on termine par un paradoxe. Ce sont ces qualités morales de ces peuples que Montaigne a mis en valeur qui finalement les ont perdues. Mais quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, tout ça, ce sont des qualités. Il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux, donc les Européens sont inférieurs dans les valeurs qui ont été citées, ils se sont perdus par cet avantage et vendus et trahis eux-mêmes. Donc, cette phrase annonce la suite du chapitre, le récit des méfaits des chefs espagnols guidés par la cupidité. Et c'est la supériorité morale, la loyauté supérieure des Indiens qui finalement les a conduits à leur perte. Donc en conclusion, ce passage à visée argumentative veut montrer la défaite de la civilisation indienne est due à sa jeunesse et non pas à une supériorité de la civilisation européenne sur la leur. Et la suite du chapitre sur les méfaits, la barbarie particulièrement euh, contestable et épouvantable des conquérants espagnols qui sera évoqué dans la suite du chapitre. Et donc Montaigne se place à contre-courant des idées couramment admises à son époque, selon laquelle la civilisation européenne serait supérieure aux civilisations nouvellement découvertes. Voilà, je m'arrête là. Ça fait 11, pas tout à fait 11 minutes. Vous voyez, j'ai à peu près réussi à tenir. Et je vous fais une deuxième vidéo sur la question de grammaire.